Bonjour. Ceux et celles qui me suivent, soit dans mon livre ou dans mes capsules, vous constatez que je tape sur un clou assez, assez précis qui revient assez souvent. C'est l'expérience d'être une identité, d'être un moi. Moi, avec mon expérience avec les couples et puis l'expérience que j'ai aussi dans la pratique de la pleine conscience, j'ai réalisé que si on réussit à, à être davantage conscient et de la manière, de l'expérience qu'on a d'être un moi, et de tenir moins à ce qui n'est pas essentiel là-dedans. Et il y a beaucoup de constituants de notre expérience d'être un moi ou d'une identité qui sont loin d'être essentiels, qui sont parfaitement accidentels. Si on réussit à parvenir à une souplesse à ce niveau-là, je crois qu'il y aura une transformation dans les relations. C'est un gros défi parce que euh, on n'est tellement pas habitué à se questionner sur le moi. Alors, chacun d'entre nous, on a une expérience d'être un moi. Chacun, on est un moi différent, mais tous, on a la conviction d'être un moi. Et ce moi-là, nous avons la conviction qu'il est immuable, qu'il est une essence, qui ne peut pas beaucoup être changé. On accepte souvent qu'on peut changer certains comportements ou on peut changer des pensées ou certaines attitudes, mais changer à l'expérience même d'être un moi, ça c'est tout un défi. Et on ne peut pas l'aborder de front comme ça. On peut l'aborder par des angles un petit peu différents. Dans mon livre, les angles morts que j'ai choisi de présenter sont tous des angles morts qui sont au plus près de la constitution d'un moi. Alors, le fait qu'on soit évolutif, ça fait partie aussi de notre identité. On n'est pas enfermé dans un moule, une façon de penser, une façon d'être. Nous sommes évolutifs. L'ombre de la personnalité, ça fait partie d'une des stratégies du moi de se constituer différent de ce qui n'est pas moi. Alors ça renforce l'idée que le moi que je suis est une essence. Le cerveau de survie dont je parle beaucoup dans mon livre est le grand responsable de se faire croire en un moi parce que le cerveau travaille continuellement à sauver cet organisme-là que nous sommes et le faire croire à une identité à sauver absolument est une des fonctions du cerveau de survie. Et le travail de la pleine conscience nous amène justement, à force de prendre conscience de la vraie réalité des choses, bien, ça nous amène à regarder ce moi-là et à constater que c'est fait de beaucoup d'ingrédients plus ou moins accidentels, une sorte de familiarité qui a été produite dans le temps, mais la pleine conscience nous ouvre à une autre réalité où on voit le réel tel qu'il est, sans toujours le prisme du moi. Alors, c'est un petit résumé là, de mes intentions puis de ma démarche. Mais dans cette capsule-ci, je voudrais présenter un aspect bien précis de la constitution de l'expérience que chacun a de son moi. Cet aspect-là, on appelle ça en psychologie cognitive, là, un mode d'attribution. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, plus ou moins consciemment, on est élevé dans un ou dans l'autre mode. Et finalement, il y a deux grands modes d'attribution. C'est soit qu'on personnalise, on entend souvent cette expression-là, ne le prends pas personnel, tu le prends trop personnel. Alors, on va creuser un petit peu ça. On personnalise ou on attribue les événements de la vie qui nous touchent ou qu'on constate à des facteurs qui n'ont rien à voir avec quelque chose de personnel.
Maintenant, cette notion-là d'expérience d'un moi qui prend personnel ou qui prend pas personnel, on peut en avoir la notion cognitive et là s'identifier, de dire moi je suis porté à personnaliser ou je suis pas porté à personnaliser. Mais je crois que simplement au niveau cognitif de le constater, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller dans l'expérience elle-même de personnaliser. Et celle-là, elle est assez insidieuse, je dirais. On la voit pas et puis elle s'est constituée à notre insu dans notre éducation, dans notre croissance. Alors, souvent, à mes clients, je leur propose un peu l'exemple suivant, où, mettons, deux personnes sont élevées dans deux familles différentes, et puis je caricature un petit peu, dans une famille, on personnalise, dans l'autre, on attribue les événements de la vie à des facteurs. Et voyez bien la différence que ça produit dans l'expérience d'être un moi. Alors, mettons que je prends un exemple, un enfant arrive de l'école, un enfant de 7-8 ans, et puis annonce à ses parents, j'ai failli mes mathématiques. Dans une famille où on personnalise, bien, on va avoir tendance à dire à l'enfant qu'est-ce qui est arrivé, t'as pas écouté ou t'as pas étudié assez, t'as pas fait tes devoirs, on va y voir, là, il va falloir que tu t'y mettes puis que tu travailles plus fort tes mathématiques, t'as été distrait, il y a quelque chose qui va pas. Alors, on va t'aider à corriger ça. Dans l'autre famille, l'enfant de 7-8 ans arrive de l'école et puis il dit à ses parents, j'ai failli mes mathématiques. Alors, dans cette famille-là, où on est porté à attribuer à des facteurs, on va dire à l'enfant, par exemple, ben, ça me surprend pas que tu aies failli tes mathématiques parce que dans notre famille, là, ni du côté de ta mère, ni du côté du père, il n'y a personne qui l'a la bosse des mathématiques. Il n'y a personne qui est bien bon des mathématiques. Alors, ça me surprend pas que tu aies de la misère, toi aussi, des mathématiques. Alors, dans ce cas-là, l'enfant, on le responsabilise quand même. On ne lui dit pas, il y a des facteurs, c'est pas grave. On lui dit, tu vas travailler fort, on va t'aider, mais il y a un facteur, et puis c'est celui que notre cerveau, dans nos familles, là, il est peut-être pas idéal pour le domaine des mathématiques. Alors, l'éducation continue dans ces familles-là, et puis là, l'enfant arrive à la maison à l'âge de 10-12 ans peut-être, et puis il est allé glisser, c'était l'hiver, il y avait de la neige, il est allé glisser en traîne sauvage, en toboggan, puis avec son frère, sa sœur, et puis il arrive à la maison, puis il dit Hey, maman, tu sais pas ce qui est arrivé, mon frère est rentré dans un arbre avec sa toboggan, puis s'est fait mal. Alors, dans cette famille-là, la façon de réagir, c'est la suivante. On personnalise. Ben là, tu le surveilles pas, ton frère. Comment ça se fait? Donc, tu t'en es pas occupé. Faudrait que tu t'en occupes plus que ça. Tu sais, si tu en étais vraiment occupé, ça serait pas arrivé. Bon. Alors voilà, on continue dans la ligne de la personnalisation. Dans l'autre famille, l'enfant rentre à la maison puis il dit la même chose. Maman, mon frère, là, en toboggan, là, il est rentré d'un arbre et s'est fait mal. Alors, dans cette famille-là, ce qu'on dit, ben, c'est sûr, les toboggans, là, puis les traînes sauvages, il n'y a pas moyen de contrôler ça. Et puis, il n'y a aucun contrôle qu'on peut avoir là-dessus. Ce serait mieux que vous fassiez des descentes avec ça dans un endroit où il n'y a pas d'arbres, là, parce que sinon, c'est sûr que c'est dangereux de descendre là-dedans quand il y a des arbres alentours, vous n'avez aucun contrôle. Alors voilà un mode d'explication qui personnalise beaucoup moins et puis qui analyse les situations en termes de facteurs. Mais on responsabilise quand même l'enfant. Bien, c'est à vous autres, faites un choix là, qui est plus prudent. Et ça continue. Dans la première famille, l'habitude de personnaliser commence à être ancrée. Puis là, je vous donne deux exemples, mais on multiplie ça par à peu près 1000 là, dans l'éducation. Alors là, les enfants sont rendus à 18-19 ans et puis, bon, ils arrivent à la maison, puis il y a eu une date, puis on a voulu rencontrer un gars ou une fille, là, puis au Tim Hortons, et puis ça a très mal été, l'autre voulait rien savoir. Alors, dans la première famille, ben, l'enfant a réagi d'une façon
personnel. Il se dit, ben, j'ai pas le tour, je me ferai jamais de blonde ou de chum, tu sais, la personne ne voulait rien savoir de moi, j'ai vraiment pas le tour, puis je l'ai pas l'affaire, et puis voilà comment la personne réagit. Dans l'autre famille, l'enfant revient d'une date, et puis ça n'a pas bien été. Et puis, puisqu'il a été élevé dans une mentalité où on apprend à attribuer à des facteurs, bien, sans trop s'en apercevoir, l'enfant a appris cette façon-là d'expérimenter son moi. Et puis là, il revient, puis la date n'a pas marché, alors la rencontre n'a pas marché, puis il dit, ben là, je sais pas, là, ça a vraiment pas bien été, je pense que la fille était bien gênée, ou le gars était bien gêné, c'était chez Tim Horton, c'est la première fois, je pense qu'on faisait ça, on était mal à l'aise les deux, fait que franchement, là, c'était pas un succès mon affaire. Bon, et puis voilà comment il l'interprète. Alors, vous voyez que, là, j'ai caricaturé, évidemment, mais on voit comment intimement l'expérience d'être un moi devient extrêmement différente à partir de ce facteur-là qui a joué dans une famille plutôt que dans l'autre. Et, euh, et dans, et c'est complètement inconscient. Un enfant, une personne qui est élevée dans une famille, c'est un peu comme un poisson d'un aquarium. Si le poisson pouvait penser, il dirait que l'univers, c'est son aquarium. Il n'y a rien d'autre chose en dehors de l'aquarium. Alors, il ne peut pas s'imaginer autre chose en dehors de son aquarium. Alors, c'est la même chose pour ces deux personnes-là qui ont été élevées dans chacune une famille. Bien, ils croient que c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et puis, la façon de penser, les facteurs qui m'ont amené à faire une expérience d'être moi, bien c'est ça qui est le moi, c'est ça qui est l'expérience d'être moi dans le monde entier. Mais pourtant, il y a deux façons différentes d'être moi, chacun croit que c'est la seule. Alors vous voyez, ce facteur-là, de personnaliser ou non, je le crois extrêmement important, ne serait-ce que pour s'apercevoir que notre expérience d'être un moi n'est pas une essence coulée dans le ciment. C'est fait de facteurs. Et pour les personnes, les clients que j'ai eus qui se reconnaissent dans la tendance à personnaliser, il y en a qui se reconnaissent dans l'autre tendance, il y en a qui voient qu'il y a un petit peu des deux, mais les clients qui se reconnaissent dans la tendance à personnaliser, tout d'un coup, ils réalisent, ah, je ne savais pas qu'il y avait un autre mode d'être moi. Je ne savais pas qu'il y avait une autre façon d'être moi. Et puis je leur dis, ben oui, il y en a une autre. L'expérience que tu as d'être moi, elle est faite d'un présupposé, d'un facteur de personnalisation qui n'est pas la vérité. C'est pas vrai que dans tous les événements qui nous arrivent, notre moi est responsable de ce qui nous arrive. Notre moi donne des significations, notre expérience d'être moi donne des significations dans l'événement qui arrive, et les significations varient beaucoup selon la constitution de notre identité. Mais ça, on s'en aperçoit pas beaucoup. Alors, quand je pointe ce fait-là aux clients, bien, souvent, ils réalisent, oh, ça veut dire que ma façon d'être, de concevoir ou de vivre mon identité, peut contenir un espace de changement. Et tout d'un coup, on prend conscience, est-ce que je personnalise ou pas? Et là, à ce moment-là, je donne l'exercice suivant aux clients qui ont tendance à trop personnaliser. Alors, je leur donne l'exercice suivant, c'est que de s'entraîner quand ils ont l'occasion, aussitôt qu'ils se surprennent à personnaliser, par exemple, je donne un petit exemple, là, supposons qu'on conduit l'auto et puis on hésite, est-ce que je tourne à droite, à gauche, et puis en hésitant, on modère, puis là, les conducteurs en arrière s'impatientent et klaxonnent. Alors je leur dis, si tu es porté à personnaliser, tu vas te sentir mal, tu vas dire, mon Dieu, c'est moi qui empêche le trafic, qui dérange tout le monde. Alors, aussitôt que tu prends conscience que tu as une expérience de personnalisation, bien, tu fais l'exercice d'attribuer l'inconfort de la situation à des facteurs. Alors, à ce moment-là, le facteur, c'est quoi? C'est que les automobilistes sont impatients.
Les automobilistes sont pressés, sont impatients. En général, ils pardonnent aucune erreur. Alors, si ça klaxonne en arrière, c'est pas parce que je dérange, c'est parce que les automobilistes sont impatients, voyez-vous? Alors, où est la vérité? À mon avis, dans la majeure partie du temps où on personnalise, on se trompe. Dans 90% des cas, quand on analyse une situation, il y a plein de facteurs qui expliquent la situation. Euh, alors, je propose aux clients, chaque fois qu'ils se surprennent à personnaliser, bien de faire un entraînement à attribuer l'inconfort d'une situation à des facteurs qui n'ont rien à voir avec eux. Je leur donne l'exemple aussi de ce que moi je vis dans mes thérapies. Et puis, quand j'avais un petit peu moins d'expérience, j'étais moins conscient de ces facteurs-là, euh, il m'est arrivé aussi de me surprendre en thérapie à personnaliser. Par exemple, j'avais un couple avec qui je travaillais depuis 2, 3 sessions, et là, à la 4e session, les deux arrivent, puis ils avaient l'air vraiment de mauvaise humeur. Ils parlaient pas beaucoup, ils avaient l'air marabout, et puis j'avais de la misère à connecter avec eux autres. Et là, j'étais en train de me demander, coudon, ils ont peut-être qu'ils apprécient pas ce que je fais, ou ils n'ont pas confiance en moi. Et tout de suite, oups, là, j'étais conscient que j'étais en train de personnaliser, j'étais en train de prendre personnel une situation qui arrivait. Et là, j'ai dit non, non, il doit y avoir un facteur quelque part, je ne le vois pas, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je me suis détendu, et puis on va voir, il doit y avoir un facteur. Et comme de fait, 2, 3 minutes plus tard, la dame dit, vous voyez qu'on n'est pas trop de bonne humeur aujourd'hui. Oui, je remarque, là. Ben, elle dit, c'est justement, on vient d'avoir une chicane dans l'auto avant de monter vous voir. Alors voilà le facteur, c'était le facteur. Mais moi, j'avais une tendance, comme plusieurs d'entre nous ont, à personnaliser. Alors, bon, avec un peu d'entraînement, j'ai réussi à m'en apercevoir et de modifier ma vision de la réalité. Alors, voyez, c'est une façon de, d'introduire dans l'expérience même d'être moi un espace conscient, une conscience d'un facteur qui modifie l'expérience de l'identité. Et vous voyez quelle implication ça peut avoir dans une vie de couple. Parce que dans une vie de couple, évidemment, les occasions ne manquent pas où on se déclenche l'un l'autre, on laisse traîner notre linge, une tasse, la vaisselle sale, on fait pas nos tâches, plein de choses déclenchent. Et les occasions d'attribuer ou d'interpréter de façon personnelle sont multiples. Et si on est totalement inconscient de notre mode d'attribution, on n'est pas conscient du façonnement de notre identité même, mais c'est comme si cette identité-là est très compacte et puis c'est indiscutable. Moi, je le vis comme ça, et puis c'est comme ça. Alors là, le moi est très, très compact, et ça empêche une communication sur la vraie réalité des choses. Quand le moi est trop compact, trop pris dans ses croyances, dans ses habitudes de pensée, bien, il n'y a aucun espace là pour pénétrer, pour exprimer quelque chose. C'est trop compact. Alors, c'est pour ça que ça donne des chicanes, des querelles, des conflits d'interprétation. Alors, si chacun introduit une sorte de flexibilité, une sorte de conscience de son mode de constitution, c'est un peu compliqué, le mode d'expérience de son moi, et puis qu'on arrive à réaliser que, oh, il y a des facteurs sur lesquels je peux jouer et je peux modifier l'expérience que j'ai d'un déclenchement, par exemple dans une vie de couple, et je peux, au lieu de le prendre personnel, être un petit peu moins compact et puis avoir un espace à l'intérieur de moi où je peux jouer sur 2, 3 interprétations, et là j'introduis un doute, j'attends, et avec la conscience que j'ai de ce qui se passe, j'aurai une réaction beaucoup mieux adaptée. Alors voilà un point de vue, un exemple, un angle sous lequel
on peut augmenter la conscience de notre propre moi, de notre façon d'être un moi. J'ai même essayé d'inventer un mot pour montrer que le moi, c'est pas quelque chose, c'est une action. Personnalisé, ça peut être le mot, mais on pourrait parler de, là j'essayais d'en inventer un, le momifié. On sait ce que c'est qu'une momie, c'est compact, ça change pas, ça bouge pas. Eh bien, il y a beaucoup, on momifie depuis qu'on est au monde. Et notre moi, si on n'en prend jamais conscience, bien, et se momifie de plus en plus et devient tellement compact que c'est un obstacle plus qu'une fenêtre dans la communication. Alors, d'ailleurs, le mot fenêtre est emprunté ici à Rosenberg, là, la communication non violente. Puis dans le titre de son livre, il dit comment les mots peuvent être des murs ou des fenêtres. Plus on introduit de conscience de son moi, plus nos réactions sont des fenêtres. Il y a une ouverture à l'intérieur de soi. Alors voilà, ça suffit pour cette session, mais j'aurai d'autres capsules sur d'autres angles par lesquels on peut prendre conscience de l'expérience d'être une identité, d'être un moi, et comment tout cela peut apporter beaucoup plus de bonheur dans nos vies amoureuses. À la prochaine!